Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Comme le voulait la tradition parlementaire, M. José González, le doyen de la nouvelle Assemblée nationale française, a présidé la première séance en ce mardi 28 juin. Ce fraîchement élu du Rassemblement national, formation d'extrême droite qui s'est massivement engouffré dans l'équation politique française en raflant 89 sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale, alors qu'elle n'en disposait que de 8 pour la précédente législature. Ce député a commis une allocation liminaire qui a résonné comme un gros pavé colonialiste, dans la mare d'un microcosme politique qui s'apprête à basculer massivement dans le fascisme décomplexé. Un peu comme si ce nouvel élu, d'une formation qui semblait avoir mis de l'eau dans son pinard, pourtant, un peu comme si il avait cherché délibérément à annoncer la couleur. Cette mouvance d'extrême droite semble ne plus vouloir louvoyer. Elle a repris du poil de la bête. Elle est prête à en découdre, sans plus de complexe. Et c'est ainsi que plutôt que de tenter de rassurer, plutôt que de s'exprimer sur les grandes problématiques de la société française, cet ex-pied noir a concentré son intervention sur l'Algérie française. Il a exprimé une nostalgie colonialiste résolument provocatrice en la circonstance. Il ne lui manquait plus que d'entonner le temps béni des Le plus remarquable et qui a été très sérieusement remarqué et qui n'a pas été applaudi que par les députés du Rassemblement national. Ou bien alors, ces messieurs dames avaient 4 mains chacun. Madame Le Pen, la patronne du mouvement et néanmoins chef de son groupe parlementaire, s'est montrée ravie. Elle a nié que cette sortie puisse être un dérapage. Et elle a même trouvé que M. González, je la cite, a fait un très beau discours, un discours très digne, très républicain, fin de citation. Côté régime algérien, qui n'en rate pas une d'habitude pour montrer ses dispositions très ombrageuses quand il est question de l'Algérie, et qui n'hésite pas à rappeler ses ambassadeurs pour bien moins que ça, n'a pas pipé mot cette fois-ci, ni bougé une oreille seulement. Pas un mot. Walou. Mais il y a une autre affaire, un autre camouflé, devrais-je dire. Et quel camouflé, puisqu'il a été entendu aux antipodes. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a proposé au Conseil de sécurité la candidature de l'ex-ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, aux charges d'émissaire de l'ONU pour la Libye, en remplacement de l'américaine Stephanie Williams, conseillère du secrétaire général de l'ONU. Monsieur Sabri Bourgadoum est connu à l'international pour ses compétences et une considération non usurpée dont il jouit parmi ses pairs. Or, ne voilà-t-il pas que les Émirats arabes unis ont opposé un niet catégorique? Les Émirats arabes unis. Un tout petit ensemble régional, mais qui s'est avéré une force considérable de subversion et de déstabilisation au cœur des printemps des peuples. Un tout petit ensemble du Golfe, membre non permanent du Conseil de sécurité, mais qui n'en est pas moins le représentant du monde arabe, dans une logique tournante.
Rappelons aussi que ce n'est pas la première fois qu'un tel camouflet est infligé à l'Algérie sur la question libyenne, puisque avant Bourkadoum, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, avait lui aussi été évincé par un veto américain, cette fois-ci, pour la même mission d'émissaire des Nations Unies pour la Libye. C'était il y a 2 années. Tout le monde avait compris alors que c'était sur la demande insistante des Émirats arabes unis qui avaient déployé tout un lobbying pour pousser les Américains à empêcher la désignation du représentant algérien. Le plus remarquable dans cette outrance, et qui a été très sérieusement remarqué dans le monde très subtil de la haute diplomatie, est que le régime algérien, qui n'en rate pas une pour montrer ses dispositions très ombrageuses, quand il est question de l'Algérie, et qui n'hésite pas à rappeler ses ambassadeurs, n'est-ce pas, pour bien moins que cela, n'a pas pipé mot cette fois-ci, ni bougé une oreille, pas un mot, walou. Réaction à dimension variable donc du régime algérien selon que les atteintes à ce qu'il affirme la sécurité, la dignité et les intérêts de l'Algérie soient d'une origine ou d'une autre. Un régime en position titanique au moment des violons et qui fait eau de toutes parts, dont les bérésinats diplomatiques se succèdent à un rythme effréné, que plus personne n'ose fréquenter, qui suscite des murmures et des rigolades dans les coulisses, et qui n'en finit plus de pérorer, de chanter ses propres vertus, à la cantonade, de se pavaner à l'intérieur et de se faire relayer jusqu'à la nausée par ses médias mercenaires, à rouler des mécaniques pour tromper sa propre opinion publique, et qui n'en finit plus de se ramasser des pelles, pourtant. Il semble, ce régime, avoir opté pour le silence des agneaux et ne réserve plus ses miaulements qu'il décline en rugissements que pour la main étrangère et l'ennemi de l'intérieur qu'il a planté dans le décor pour les besoins de sa cause. Écoutez-moi! Retournez chez vous! Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! الحقوا حريتنا! هدوا خالد لنا هدوا! استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هالكوه الشجعان ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان نبدأ بسم الله مر القلوب لساسي منا صلاة الهدي شفيعنا سيد بن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين سيادنا تنصر جيش مسحر على العداء رفض الرحمن اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في الأمان الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحرب هالكوه الشجعان ضحات الرجال بالغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان رحموا على الشهداء. Algérie, réaction diplomatique à la tête du client. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Gamel Abina avec nous, analyste politique,
fondateur du mouvement des droits civiques. Gamal Abina, merci d'être de nôtre. Merci de l'invitation, encore une fois. Merci. Lies Jbaili, ingénieur économiste, militant politique. Lies, merci d'être avec nous. Merci Jameldine pour votre invitation et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger et aussi un salut pour l'équipe technique de Mar Albi. Merci, merci. Alors, nous allons d'abord écouter M. José González lors de son allocution liminaire à l'Assemblée nationale française. Écoutons M. José González. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Crime en Algérie, non, l'armée française, je ne pense pas, et encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes, je ne sais même pas ce que c'était l'OAS. Gamal Abina, alors, réaction à la limite acceptable, c'est aussi son pays natal, il y est né, il est normal qu'il en ressente la nostalgie, il a perdu son pays où il est né, mais de là à dire, à présenter ça d'une façon, j'allais dire, d'un seul côté de la chose, alors qu'il y a eu une tragédie immense pendant un siècle et demi quasiment, il la présente juste sur le côté, là, sentimental, ses amis qu'il a laissés. Et puis après, il dit, il n'y a pas eu de crime de l'humanité, l'OAS, je ne connais même pas, je ne sais même pas ce que ça veut dire à la limite. Gamal Abina. Ben, ça commence déjà par une chose, c'est le doyen de l'Assemblée nationale, 79 ans. C'est un homme qui prétend, qui aurait dû avoir de la sagesse qu'il n'avait pas eu à ce moment-là, puisque c'est un type d'extrême droite, le Front National, je l'appellerai toujours Front National, ça reste un front de partis d'extrémistes qui se sont coalisés il y a 50 ans, en 1972, soit 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est un front qui s'est fondé contre l'Algérie indépendante. Pourquoi Front National? C'est en réaction, et Le Pen ne l'a pas fait par hasard, au Front de Libération Nationale. Vous retirez Libération, ça devient Front National. C'est toujours pareil. Comme l'OAS, qui est une réaction à l'OS, qui était algérienne. Donc, tout ça pour dire que cet homme ne vient pas à l'Assemblée nationale pour présenter un programme politique, pour parler de la France, pour parler aux Français. Il vous parle de son passé. Donc, tout le monde se fiche royalement. Il vient avec une charge émotionnelle pour obtenir des applaudissements qui ne sont pas mérités. Et effectivement, il explique que d'un côté, ils ont été victimes. Il a laissé ses amis mourir là-bas. C'est ce qu'il explique. Il nous joue la larmichette pour donner le sentiment qu'effectivement, il est encore affecté près de 60 ans après, puisqu'on est bientôt aux 60 ans de la dépendance de la barbarie coloniale. Et il ne présente pas les faits tels qu'ils se sont déroulés. C'est-à-dire qu'il ose prétendre qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité. Or, quand on vient chez vous, ça fait 70 ans que les Français pleurent parce que les nazis ont occupé la France 4 ans. Par contre, quand les Français occupent la France 128 ans de plus, 132 ans en somme, eh bien là, c'est pas un crime contre l'humanité. 4 ans de nazisme, c'est catastrophique, mais 132 ans, on n'en parle plus. Et surtout, il prétend ne pas comprendre les crimes de l'OAS. Alors, je vais traduire très rapidement. L'OAS, cette fameuse armée secrète qui étaient des militaires agrégés à des gens d'extrémistes qui voulaient garder l'Algérie française à tout prix, ont tué plus de personnes en 6 mois, 2200 personnes là-bas par des attentats terroristes, jusqu'à tuer des gens dans les hôpitaux, dans des méthodes extrêmement violentes. Et pour en savoir plus, il faut regarder des documentaires anglais ou belges qui sont très bien faits là-dessus. On tué 70 personnes en France, ont voulu assassiner De Gaulle à de nombreuses reprises. Et bien l'OAS, selon lui, finalement n'est pas condamnable. Donc cet homme réhabilite des terroristes qui sont des organisations extrêmement qui méritent littéralement d'être jetés en prison. Ils n'ont pas été poursuivis ou très peu. Et surtout, il réhabilite une Algérie française dont il croit que c'était un paradis. Alors, c'était l'esclavage d'une population au profit d'une minorité qui en profitait. Je parle des colons. Et cet homme qui n'est pas un rapatrié, mais un apatrié, j'utilise bien le terme de apatrié, parce qu'il n'est pas français, il s'appelle José González, il est espagnol. Cet homme vient pleurer dans une assemblée française pour expliquer que l'Algérie française était mieux quand ils y étaient. Et bien ça, même s'il ne le dit pas directement, mais on l'a compris, ça c'est intolérable. Et c'est très amusant, d'ailleurs je vous ai introduit par la chanson des colonies de Michel Sardou, qui est
un néofasciste revendiqué quasiment. C'est très amusant de comparer ces deux choses. Effectivement, il y a une nostalgie coloniale là-bas. La barbarie n'est pas ressentie comme étant une barbarie parce que le tueur ne se considère pas comme un criminel. Et cet homme vient nous servir ça en pleine crise économique, en pleine crise Covid, en pleine crise avec l'Ukraine. Il nous sert Gamal Abina, Oui, je vous ceci écoute. étant dit, Monsieur José González, pour ma part du moins, est un Français à part entière. Qu'il soit entièrement français à part. d'acquisition ou non, il y a des millions de gens qui sont dans sa situation, mais ce n'est pas là le problème. Sauf que, qu'est-ce que vous y avez lu? Quelle est votre lecture de cette sortie pour un Front National dont on pensait qu'il avait mis de l'eau dans son vin, qui avait un peu atténué ses aspects les plus excessifs, les plus extrémistes, et vous le dites si bien, qui a gardé quand même son ancien nom de Front National. Quand on dit Front, c'est toujours contre quelque chose. Et généralement, les communautés issues de l'immigration ressentent justement ce genre de mouvance comme un front ligué contre eux, contre leur présence, mais pas seulement. Rappelez-vous aussi le nom donné par Zemmour à sa formation, Reconquête, qui laisse imaginer tout de suite la Reconquista, hein, n'est-ce pas, en Andalousie. À votre avis, pourquoi cette sortie alors que tout le monde attendait que ce vétéran, comme vous dites, de l'Assemblée nationale, donc censé être plus sage, plus modéré, puisse annoncer des choses pour rassurer tout le monde et surtout les gens qui considèrent l'intrusion de cette mouvance politique avec cette force, 89 sièges, comme une menace, comme une lourde menace sur leur vie en France, dans ce pays? Vous savez, il y a deux choses importantes à relever. D'abord, ils ont un score extraordinaire. Ils se sentent forts. Et c'est pas parce que la voiture a été repeinte en blanc que ce n'est pas une voiture brune. En l'occurrence, le Front National est rentré en force dans l'Assemblée sans proportionnel. Ils se savent forts parce qu'on a besoin d'eux pour composer les différentes lois qui vont être votées. C'est la première force politique, je rappelle quand même, après le président de la République, c'est Marine Le Pen qui est à 42%. Donc c'est la vraie première force d'opposition. Et leurs 89 sièges ne correspondent pas à la réalité de leur représentation. Si ça avait été la proportionnelle, ils raflaient la mise. Ils prenaient littéralement la seconde place après le parti du président. Donc c'est dire quoi? C'est dire deux choses. La première, c'est que cet homme a fait tomber les masques immédiatement. C'est-à-dire que quand le Front National se sent faible, eh bien, il joue la carte des petits chatons en province comme l'a fait Le Pen très habilement. Ils se dédiabolisent. Et quand ils se sentent forts, et aujourd'hui ils se savent forts, eh bien, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent la carte de l'outrance. Et effectivement, un front, comme son nom l'indique, même s'ils ont appelé ça rassemblement, mais enfin c'est un rassemblement d'un front, eh bien un front est destiné à lutter. Ça n'est pas un mouvement pacifiste. On n'est pas dans le flower power. Et donc ce Front National se sent fort aujourd'hui et donc fait tomber les masques. Ils ont réussi à liquider Zemmour, qui espérait la Reconquista en l'occurrence, puisque Zemmour, n'oublions jamais que c'est un juif d'Algérie qui vient à l'origine d'Espagne, c'est donc ce qu'on appelle un Maran. Donc Zemmour, on ne connaît même pas son origine, mais c'est ça. Et Zemmour s'est complètement liquéfié à l'élection présidentielle et le Front a récupéré, capitalisé sur les extrémistes, même ceux de Zemmour. Ils ont besoin de montrer une image d'un Front très puissant, d'un Front qui compte et d'un Front qui va peser pour les prochaines mandatures et surtout pour les prochaines lois. Et ce qui se passe, c'est que là, on voit que Macron, par exemple, a obtenu une coalition avec la droite, avec un Front National qui pèse et qui s'est abstenu pour les votes. Donc c'est vrai qu'ils ont deux forces. La première, une représentation importante alors qu'il n'y a pas de proportionnel. Et la seconde, ils pèsent à l'Assemblée parce qu'on a besoin d'eux pour voter les lois. Alors, je vous demanderai tout à l'heure pourquoi il n'y a pas eu de réaction officielle de la part du régime algérien, lui, si prompt d'habitude à ruer dans les brancards. Lies Jbaili, sur cette sortie de M. José González et sur cette déclaration que, à la limite, il a failli dire quel OS? Il n'y a pas d'OS. Et puis, il n'y a pas de crime de guerre. Et puis, cette vision des choses, d'un seul côté des choses, pour ce qui a été une immense tragédie de gens qui se sont fait coloniser pendant 132 ans, qui ont payé très cher cette colonisation et à qui on dit aujourd'hui non, vous ne comptez pas, ce qui compte, c'est notre nostalgie des amis qu'on a laissés là-bas, etc. Merci Jamel-Dine. Tout d'abord, je tiens à une pensée particulière pour Mohamed Boudiaf, un patriote et un grand révolutionnaire et un des fondateurs du Front Libération Nationale, qui a été assassiné le 29 juin 92.
voilà, je souhaiterais lui rendre hommage en lui disant Rabbi yarhamou wa salih. Voilà. Pour dire que Lias Bailey, merci de l'avoir rappelé. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, d'autres émissions d'El Maghrebi ont commémoré sa disparition et que pour ce qui est de Microscope, cette émission, nous le ferons demain. Je vous laisse poursuivre. Voilà. Merci. Je trouve ce qui est choquant dans une assemblée nationale française nouvellement élue, on banalise et on glorifie la colonisation en Algérie. Tout d'abord, ce député est doyen, il est doyen certes, mais en glorifiant la colonisation et en refusant de dire que l'organisation de l'armée secrète est une organisation terroriste qui a terrorisé, qui a tué, assassiné des centaines de milliers d'Algériens et aussi qui est responsable. Des centaines de milliers d'Algériens, je crois que ce n'est pas le cas, pour dire vrai, Lias Bailey. Des centaines de milliers, ce n'est pas l'OAS en tout cas qui a tué des centaines de milliers. En tout cas, voilà, peut-être les chiffres sont discutables, mais il faut savoir que l'OAS, elle est derrière l'assassinat du général de Gaulle 3 fois. Et vous vous rendez compte... Derrière la tentative d'assassinat. Hein. La tentative d'assassinat, pardon. Et aussi la tentative d'assassinat, le petit Clamart. Voilà. Donc c'est une organisation, donc revenant à ce monsieur, à ce doyen, pour moi c'est le Front National, c'est la xénophobie, c'est une personne, moi je m'en fous royalement de sa charge émotionnelle. Certes, il est né en Algérie et ses grands-parents sont enterrés en Algérie, mais glorifier la colonisation quand il dit que j'ai une pensée pour mes amis qui sont restés là-bas. Est-ce qu'il a une pensée pour les 1,5 million d'Algériens qui ont été assassinés? Est-ce qu'il a une pensée lors de la prise d'Alger? 132 ans de colonisation. Est-ce qu'il a une pensée pour des familles qui ont été complètement déportées? Est-ce qu'il a une pensée pour complètement, je veux dire, la destruction du tissu social algérien? Est-ce qu'il a une pensée pour cette colonisation qui est barbare et qui restera barbare? Et aussi, il faut dire qu'il fait partie du cercle d'Ali Omari, qui est en train de financer un cercle algérianiste à hauteur de 100 000 €. Pour vous dire que le Front National ou le Rassemblement National reste pour moi, en tout cas, un parti xénophobe. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un parti xénophobe, peu importe la façade. Hein. Peut-être ils ont essayé un petit peu de dépoussiérer la façade pour lui donner une certaine stature républicaine. Non, du tout. Pardon, Lias Bailey, comment dire, ce glissement sémantique très étudié de Front National, Front qui suggère Front contre quelqu'un ou contre quelque chose, à Rassemblement National qui est plutôt rassembleur, qui est plutôt dans, j'allais dire, la réconciliation, qui est dans la discussion, qui est dans l'écoute de l'autre. Et là, on dirait que ça redevient le Front National. Hein. C'est une sortie qu'on attendait rassembleuse, conciliatrice, et qui est aussi frontale, aussi violente. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement National revient à une attitude autrement plus offensive et qu'il ne compte pas lâcher son fonds de commerce mémoriel et identitaire? Son fonds de commerce reste identique, il ne va pas le changer. Il essaye un petit peu de lui donner une petite... qui soit acceptable. C'est tout, mais il reste un parti raciste, xénophobe, contre les étrangers, très xénophobe, qui prône la préférence nationale. Pas contre tous les étrangers, Lias Bailey, vraisemblablement. Pardon? Pas contre tous les étrangers, contre certains étrangers, contre les émigrés du Sud, les musulmans, les Africains, les Maghrébins. Oui, absolument, oui, tout à fait. Peut-être la sémantique du mot,
il faut que je sois beaucoup plus précis par rapport à la sémantique du mot, certes, mais pour moi, c'est un parti islamophobe. Son fonds de commerce, c'est l'islam. Attention, on est envahi. Il parle il jette toujours le pavé pour diviser, pour stigmatiser. Je vois pas le changement du Front National. Quand vous entendez Marine Le Pen qui dit il n'y avait pas eu de dérapage. Ah bon, il n'y avait pas de dérapage. La moitié, je veux dire, il y avait quand même pas mal de députés qui applaudissaient ce discours. C'est gênant dans une assemblée démocratique. C'est vrai qu'il n'a pas été applaudi, Ilyas Jubaili, que par les députés du Rassemblement national. Hein. Ça, on l'a vu. Hein. Tout à fait. Il y avait beaucoup plus que ça. C'est assez inquiétant, il faut dire. Assez inquiétant. Moi, par contre, il faut saluer la position de l'Union populaire de gauche qui s'indignait par rapport à cette sortie. C'est une sortie qui n'a pas de sens. On ne vient pas dans une assemblée nationale pour rejaillir sa charge émotionnelle et pour parler de son cas personnel, malgré qu'il soit né à Oran. Non, je suis désolé. On ne glorifie pas la colonisation. La colonisation en Algérie, c'est une colonisation très dure, parmi les plus dures au monde. Donc non, tout à fait. Donc il faut dire que le Rassemblement national, le Front National, est un parti xénophobe. Alors, Gamal Abina, on serait attendu à une réaction immédiate, fulgurante, très vive, très énergique du régime algérien, habituellement très prompt à réagir quand il est question de ce qu'il considère comme une attaque contre la mémoire, contre l'identité, contre les frontières, contre l'histoire. Or là, rien, pas un mot. Pourquoi, d'après vous ? Déjà, je tiens à préciser que j'ai une amie qui vient d'être élue à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Saouria Sebaï, que je salue, et qui fait partie des gens qui ont quitté l'Assemblée quand elle a entendu ce discours, parce qu'elle est d'origine algérienne. Et donc, effectivement, la gauche, la vraie gauche, a quitté normalement l'Assemblée, parce qu'on ne peut pas accepter des propos qui sont des dérapages contrôlés de la part du FN, mais tout de même des dérapages. Alors, simplement pour dire quoi ? Pour parler de la réaction, il y a déjà eu un précédent qu'on a oublié, du temps de Chirac, en 2005, où la droite a tenté de trouver un rôle positif à la colonisation. Ce rôle n'existe pas, on a voulu le créer toute pièce, on a fait du Bernard Lugan, on a inventé des choses qui n'existent pas, et finalement ils ont reculé au bout de quelques mois parce que c'était un scandale que les Algériens avaient mal vécu en Algérie. Donc en 2005, semble-t-il, la réaction était beaucoup plus vive. Cette fois-ci, c'est pas la tête de l'État, c'est pas l'exécutif ou même la majorité présidentielle qui a tenu ce discours, c'est le Front National qui est dans son rôle de parti anti-algérien, anti-immigration, africaine, il faut bien préciser, parce que c'est bien celle-là dont il s'agit. Et ce parti, qui est effectivement un parti complètement raciste, qui a cette nostalgie de l'Algérie française, la plupart des gens du Front National viennent de ce courant, et bien lorsqu'il va déraper, les Algériens ont deux possibilités. Soit se contenter de ne rien dire, comme ils le font très bien, parce qu'il semblerait que Macron est l'interlocuteur privilégié, ou voudrait être l'interlocuteur privilégié de Tebboune. Donc il y a sans doute peut-être une volonté de faire une sorte de modus vivendi, de dire on n'intervient pas chez vous et vous chez nous, peut-être, je ne sais pas. Ou soit simplement parce que effectivement l'Algérie décide, peut-être de façon un peu particulière, de s'en prendre dans d'autres questions, mais pas celle-ci. C'est très surprenant, j'attends peut-être une réaction de l'État. Pour l'instant, c'est pas le cas. Gamal Abina, pardonnez-moi de vous interrompre. Moi, je pose cette question parce que lorsque le Parlement espagnol, et là aussi c'est une question de Parlement, ce n'est pas l'État espagnol, lorsque une partie du Parlement espagnol a dénoncé la prise de position du Premier ministre au sujet de son ralliement aux thèses marocaines, l'Algérie officielle a très vite et très fort réagi, allant jusqu'à se féliciter de la prise de position d'une partie du Parlement espagnol. Donc, c'est pareil, là aussi, ils auraient pu faire la même chose. Non, mais je ne dis pas qu'ils n'auraient pas pu. À plus forte raison que, cette fois-ci, l'Algérie a été la cible d'une attaque mémorielle en règle.
Tout à fait, mais je dis pas que le Parlement espagnol, c'est un autre, bon, c'est un contexte que vous connaissez très bien, Sahara occidentale, le Maroc, ces tensions qui sont ravivées avec un Premier ministre qui s'est comporté de façon très légère parce qu'il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait, et qu'effectivement l'Algérie se satisfait pleinement de voir son opposition au sein même de son propre Parlement le fustiger et considérer que c'est une faute. Ça, c'est un rapport de défiance avec le Maroc qu'on connaît très bien malheureusement. Par contre, c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il n'y a pas d'ingérence. Je ne sais pas comment fonctionnent les rapports d'État entre la France et l'Algérie. C'est des rapports très délétères, très difficiles. On a vu la dernière délégation, par exemple, française du patronat français arriver en Algérie qui ont été très difficilement mal reçus, même quasiment. C'est très particulier. Alors c'est vrai que c'est surprenant de voir que quand le Front National s'exprime, les Algériens, et je parle de la partie officielle, hein, pas le peuple évidemment, ne réagissent pas. C'est très étonnant. Alors il y a peut-être un accord d'État-État, mais moi j'aurais aimé comme vous, effectivement, que ce genre de propos négationnistes, racistes, littéralement racistes, hein, les vies des morts français sont plus importantes que celles des Maghrébins, on a compris ce que ça signifiait. Eh bien, j'aurais aimé une réaction. Et tout à l'heure, j'ai pris le soin d'introduire mon propos en parlant d'apatriés. Pourquoi ? Non pas parce que je considère qu'un Français qui a une carte française n'est pas français, c'est pas du tout ça. C'est que de la part du FN qui passe son temps à nous renvoyer à nos origines, eh ben, je rappelle qu'ils ont mis un type qui n'est pas d'origine française, mais apparemment c'est un Européen, ça passe mieux. Eh bien, c'est vrai que l'Algérie aurait peut-être dû, à mon sens, réagir. J'aurais aimé une réaction, parce que c'est inadmissible, parce qu'effectivement, au sein d'une représentation parlementaire et qu'il y a une résonance nationale et internationale, l'Algérie l'a entendu et n'a pas réagi. Donc c'est vrai que la question est à poser aujourd'hui. Lies Bailly, même question. En fait, juste c'est pour vous dire, le 30 juin 1236, c'est la chute de l'Andalousie. C'est juste, j'essaye de faire le lien, de comprendre. Enfin, on est dans un contexte un peu plus. Quelle date vous avez dit, Lies Bailly? Quelle date? Le 29 juin 1236, la chute de l'Andalousie. Pardon. 236 1236 Non, il me semble que la chute de Grenade, c'est plutôt 1492. La chute de l'Andalousie, pas Grenade. 1236. Mais Grenade est en Andalousie, c'est le dernier bastion à être tombé. Absolument. Mais enfin, ce n'est pas important. Je vous laisse poursuivre, Lies Bailly. En fait, la colonisation, en fait, on essaye, la glorification de la colonisation française, elle date aussi depuis fort longtemps. Il faut savoir que Jules Ferry aussi, qui disait, c'est pas moi qui le dis, c'est l'historien Nicolet qui disait que Jules Ferry il prenait la civilisation, le devoir du fort sur le faible. Il faut civiliser les faibles. Donc, j'ai l'impression on est un petit peu dans une continuité d'une vision qui est complètement qui est un peu choquante. Hein. Dire que la colonisation française est quelque chose de positif durant le mandat présidentiel de Jacques Chirac aussi. Il faut aussi dénoncer cela. Mais par contre, moi, ce que je veux revenir par rapport au régime algérien. Le régime algérien, aucune déclaration, aucune réaction, rien. Aucune réaction officielle, ni par Tebboune, ni par le ministre des Affaires étrangères, ni par l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Ni à ma connaissance, ni même par le Parlement, par le Sénat, par... Rien. Même Zekri, il est connu, Zekri, qui travaille la grande mosquée de Paris, qui a l'habitude quand même, qui est quelqu'un qui a la fou, qui intervient sur des questions qui concernent l'islam, qui concernent l'identité. C'est bouche cousue, rien. C'est-à-dire, ils sont aux abonnés absents. Et on se pose la question pour quelle raison. Soit le régime, au fait, il est complètement acculé, ça veut dire qu'il a tellement de problèmes avec des pays comme le Maroc, l'Espagne, et il veut peut-être ne pas envenimer les choses avec la France parce que peut-être c'est le seul ballon d'oxygène qui lui reste. Moi, c'est comme ça que j'essaye d'analyser les choses, parce qu'en principe, il devrait quand même réagir, une réaction officielle. De condamner. Il a l'habitude de condamner rapidement. Mais là, on voit qu'aucune réaction de sa part. On a l'impression qu'il n'y a que la communauté algérienne installée en France et à l'étranger, et même des compatriotes à l'intérieur de l'Algérie qui réagissent au propos de ce député du Front National ou du Rassemblement National.
Donc là, c'est un régime, ça veut dire qu'il est en perte de vitesse, qu'il n'a aucune légitimité, aucun poids sur le plan international. Et on se pose la question, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Il a l'habitude de réagir, parce qu'il n'a plus de cartes. Les cartes, quasiment, peut-être la dernière carte, c'est le joker qui lui reste. Il n'a pas envie de la griller. Peut-être, il n'a pas envie de la griller. Pour quelle raison? Vous pensez, Elias Jubaili, qu'après une série comme ça de bérésinat diplomatique, qu'il soit décidé à aller plus doucement, plus précautionneusement, vous pensez qu'il a tellement été échaudé que maintenant il craint l'eau froide? En fait, la Bérésina, elle est là. Je veux dire, il essuie des échecs cuisants. D'ailleurs, vous l'avez justement souligné tout à l'heure, que même la nomination de Sabri Boukhadoum, elle a été refusée. Elle a été stoppée, bloquée par les Émirats Arabes Unis, un pays non permanent. Vous me donnez l'occasion de faire la transition, justement. Nous allons passer au deuxième volet de cette émission. Le refus le niet catégorique par les Émirats Arabes Unis de la proposition de M. Guterres à nommer M. Boukhadoum à la représentation de la question libyenne. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois, il y a 2 ans, c'est M. Lamamra, Ramtan Lamamra, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi avait été débouté en quelque sorte après le niet des États-Unis d'Amérique, niet catégorique aussi, mais sur lobbying des Émirats arabes. Pourquoi? Parce que tout simplement, M. Boukhadoum, comme d'ailleurs M. Lamamra, ont clairement exprimé une position de l'Algérie qui est à l'honneur de l'Algérie, même si c'est le régime qui est derrière, du refus de l'immixtion de forces étrangères en Libye, que l'affaire libyenne devait rester une question libyo-libyenne, et du refus de cet afflux massif d'armement en provenance d'États comme les Émirats Arabes Unis, entre autres, et que ça a profondément déplu aux Émirats Arabes. Ce petit ensemble, ce petit bidule qui a fait capoter toutes les révolutions arabes, comme on dit, tous les printemps des peuples, il les a fait capoter, il les a fait dégénérer, et il en a fait des bains de sang, il a fait en sorte que les peuples s'entretuent et que tous les despotes s'en sortent, du moins ceux qui n'ont pas été lynchés. Alors, nous allons écouter d'abord M. Boukhadoum et vous allez comprendre pourquoi les Émirats ont tout fait pour lui refuser l'accès à cette charge tellement importante pour la question libyenne. Écoutez-le, M. Boukhadoum. الجزائر تؤكد الجزائر من الدول القليلة التي لا ترسل سلاح ولا ترسل جنود، بالعكس ترسل مهندسين لإعادة تنشيط الكهرباء في هو الفرق بينه وبين الآخرين، لإعادة تنشيط الكهرباء أو المولد الكهربائي الذي يهم العاصمة طرابلس، وهذا بطلب من السيد رئيس سراج وبإعازة السيد رئيس الجمهورية. الجزائر موقفها فيما يخص الرفض القاطع للتدخلات العسكرية أو تدخلات حتى سياسية، إذا لم تكن إيجابية في إطار العمل السياسي فهي مرفوضة. Et nous allons encore écouter M. Boukhadoum. Écoutez bien. اتفقنا على العديد من المبادئ. لا حل للأزمة الليبية إلا الحل السلمي، الحل السياسي. لا مفر من الحل، لابد أن يكون ليبي بدعم وتأييد المجتمع الدولي، تأكيد على رفع التدخل الأجنبي في ليبيا وضرورة احترام حظر الأسلحة المقرر من قبل الأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن الأمم المتحدة. طلبنا عدم تدفق الأسلحة وحظر الأسلحة. Gamal Bina, d'abord, avant d'en arriver à l'absence d'une réaction algérienne, sur cette question en elle-même, pourquoi les Émirats arabes
ont-ils fait bloc et ont-ils dit niet à la désignation de M. Bourgadoum à cette charge? En préambule, je vais juste rajouter une phrase importante. Tout à l'heure, il y a une chose qui a été incomplète. Jules Ferry dit une chose très grave et très raciste, c'est pas ce qui a été dit. Il dit les peuples civilisés ont le devoir de civiliser les peuples, les races inférieures. Donc les races supérieures doivent civiliser les races inférieures. C'est extrêmement grave. Qui a dit ça? C'est la gauche. Jules Ferry. Jules Ferry, il disait les races supérieures doivent civiliser les races inférieures. C'est beaucoup plus grave que dominant-dominé. On est vraiment dans un truc très sale. Donc pour revenir à notre question. Absolument. Oui. Voilà, donc c'est vous dire un peu comment. Merci pour la précision. Voilà, merci. Et donc, simplement, pourquoi est-ce que... La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les Émirats Arabes Unis ont fait l'éviction, effectivement, d'un homme qui est un véritable diplomate chevronné, qui a fait ses preuves, vous le connaissez très bien, d'ailleurs, tout comme Namamra, qui a quand même des qualités. Et l'Algérie a une posture, effectivement, honorable. Vous avez bien fait de le souligner, puisqu'elle demande à ce que les forces étrangères partent, que les milices s'en aillent, qu'on arrête d'alimenter la guerre, et surtout que les Libyens travaillent entre eux pour retrouver la paix civile qui est nécessaire pour reconstruire une nation qui est quand même une nation qui compte et qui est frontalière de l'Algérie. Eh bien, il a été évincé, pourquoi? Parce que les Émirats Arabes Unis, vous l'avez noté, sont déjà engagés dans une autre guerre sale, qui est la guerre contre le Yémen. Ils sont alliés à l'Arabie, que je n'appelle pas saoudite, j'appelle ça l'Arabie, parce que l'Arabie, ça reste l'Arabie. L'Arabie, donc occupée par la famille saoud, qui bombarde le Yémen, le pays le plus riche de la planète quasiment, bombarde le pays le plus pauvre, avec le soutien des Émirats. Les Émirats font les affaires. Les Émirats font des affaires en Algérie aussi. Et les Émirats soutiennent l'Arabie et soutiennent l'Égypte, qui soutient évidemment le gouvernement opposé à Tripoli. Donc le gouvernement de Tobrouk qui vient de faire ses élections en douce. Et ça dit quoi? Ça dit simplement que ces rapports de force régionaux, d'un côté la Turquie qui est plutôt du côté serrage, donc du gouvernement de Tripoli, et de l'autre côté l'Arabie, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, veulent entretenir cette guerre parce qu'ils n'ont pas obtenu le pouvoir qu'ils voulaient avoir. Ils n'ont pas balayé les forces soutenues par les Turcs, puisque les Turcs ont fait un travail de soutien du gouvernement légitimement élu, il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas aimer les Turcs, mais ils ont fait ce travail-là. Et de l'autre côté, eh bien, l'opposition, soutenue et emmenée par les Américains, a décidé de faire un barrage à un homme qui aurait pu amener les Libyens sur la table des négociations pour obtenir un modus vivendi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les Émirats Arabes Unis ont cette attitude-là. Après, la seconde question que vous vouliez me poser, je pense l'avoir comprise, c'est pourquoi l'Algérie a été évincée aussi facilement. Avant d'en arriver à pourquoi l'Algérie n'a pas réagi, Gamal Abina, une autre question d'abord que je voulais vous poser. Pourquoi l'Algérie, qui est l'État le plus puissant de la région, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou non, sur un plan militaire, sur un plan de superficie, sur un plan de population, sur un plan de positionnement géographique, pourquoi n'a-t-elle pas pu imposer sa présence dans la question libyenne? Mais alors, quand je dis elle n'a pas pu imposer du tout. C'est l'État le plus absent dans la problématique, alors qu'il aurait dû être le facteur le plus décisif. À votre avis, pourquoi l'Algérie n'est-elle pas en mesure de pouvoir jouer un rôle vraiment décisif sur la question libyenne? Alors l'Algérie, comme la Libye, ont beaucoup de points communs. Vous savez, en dehors de la frontière commune à plus de 1000 km, ils ont beaucoup de points communs. C'est un pays qui se réclamait du socialisme, proche des soviétiques et des Russes. C'est un pays qui était donc inversement proportionné. La Libye, très grand pays d'Afrique, quasiment le deuxième plus grand pays d'Afrique, le plus désertique. L'Algérie, qui est moins désertique, mais qui reste le plus grand pays d'Afrique en superficie. La Libye, le moins d'habitants. C'est un des pays les moins, où il y a le moins d'habitants au kilomètre carré. L'Algérie, 44 millions d'habitants. Donc on est vraiment sur deux pays qui ont des points communs et beaucoup de points de divergence. Mais surtout, la Libye est un pays qui s'inscrivait dans une tradition révolutionnaire commune avec l'Algérie. Par exemple, la nationalisation du pétrole s'est faite quasiment en même temps, les Algériens et les Libyens. Les forces étrangères ont été virées de la même façon. Il n'y a pas une négociation. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la Libye a posé problème tout de suite parce que l'Algérie a reçu la famille de Kadhafi, je parle de sa fille et de sa femme, ils les ont reçus en tant que réfugiés de guerre. Ils ont accepté de recevoir une partie de sa famille, alors que la moitié de la famille de Kadhafi a été liquidée. Et ça a été mal perçu par une faction libyenne qui était plutôt radicale. Ensuite, l'Algérie, effectivement, est en guerre contre le mouvement islamiste. Et de l'autre côté, en Libye, il y a Abdel Hajj, qui est un courant islamiste, qui était radical anti-algérien. Donc tous ces éléments font que l'Algérie a du mal à surfer en Libye, a du mal à s'imposer. C'est vrai que c'est la plus grande puissance militaire, c'est la plus grande puissance idéologique, l'Algérie. On est à l'origine de libération d'Afrique. C'est la plus grande puissance, effectivement, en superficie et la plus grande puissance, logiquement, d'influence dans la région. On est le pays pivot. Et on n'existe pas en Libye parce qu'il y a plusieurs acteurs importants qui interviennent dedans. Il y a évidemment les États-Unis, on ne l'a pas perdu de vue, avec le soutien d'un homme qui a menacé l'Algérie. On se rappelle tout de même Haftar, qui est quand même pas le meilleur des Libyens.
c'est un homme de la CIA, littéralement. Il y a les Turcs qui interviennent en Libye, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a tout un tas d'intervenants qui sont en bon terme avec l'Algérie. Donc c'est vrai que l'Algérie a tendance à ne pas vouloir se froisser avec ses alliés, ils sont multiples, que ce soit le Qatar, les Émirats, les Turcs, l'Égypte. Ils ne veulent pas se froisser et en même temps, ils ne veulent pas trop se mouiller et ils veulent la paix civile. Donc les Algériens voient toutes leurs frontières instabilisées. On voit bien avec le Maroc, on voit avec l'Égypte, avec le Mali, avec la Tunisie qui est très instabilisée aujourd'hui, et ont tendance à ne pas vouloir trop s'immiscer dans les affaires extérieures, en dépit du fait que les Algériens ont voté une loi pour les interventions extérieures. Donc c'est là qu'il y a... Et pourtant, Gamal Abina est resté avec nous pour la prochaine question sur justement la non-réaction algérienne. Et pourtant, la Libye, et le régime le dit lui-même, est un État absolument incontournable pour la sécurité de l'Algérie. C'est le régime lui-même qui le dit, que la présence de l'Algérie est vitale, voire incontournable, mais pourtant ils sont totalement absents, ils ne pèsent pas un gramme dans l'équation. Lies Jbeili, donc sur cette éviction de M. Bourkadoum par les Émirats arabes, vous imaginez un peu la grande Algérie avec son histoire, avec sa position, avec son importance face à la Méditerranée, au nord de toute l'Afrique, au milieu de tout le Maghreb, avec une armée parmi les plus, je ne dirais pas les plus fortes, les plus dotées, les plus équipées au monde, et qui se fait jeter à la poubelle par les Émirats arabes unis. C'est quand même incroyable. À votre avis, pourquoi les Émirats arabes unis n'ont pas voulu de Bourkadoum? Est-ce juste parce qu'il exprime une position vraiment neutre pour dire il faut laisser les Libyens tranquilles, il faut arrêter de les faire s'entretuer, il faut arrêter de les fournir en armes, il faut arrêter de mettre de l'instabilité dans cette région? Est-ce pour ça qu'il a été jeté, M. Bourkadoum? Monsieur Jamaluddin, je voulais juste revenir pour dire que la prise de Cordoue, qui était la capitale de l'Andalousie, a été conquise par Ferdinand III de Castille en 1236, le 29 juin. Ah, la prise. La reprise, parce que prise et reprise, elle a été reprise, reconquise, on va dire, par Ferdinand III de Castille le 29 juin 1236. Donc voilà, c'est juste pour dire que ce que j'avais dit, c'était juste, mais pas vrai. Voilà. Pour revenir au refus des Émirats arabes unis et de Bourkadoum, en fait, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a proposé au Conseil de sécurité sa nomination, parce que c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères, une personnalité qui est très mesurée, très influente, un très bon diplomate. Il a été refusé. Mais parce qu'il faut savoir que ce poste était vacant depuis novembre 2021 et qu'il y avait 2 pays qui voulaient qu'il soit pourvu le plus rapidement possible, le Ghana et la France. Et après, on se demande pourquoi ça a été refusé, pourquoi les Émirats arabes unis ont bloqué. Les Émirats arabes unis sont exprimés de dire il y a des pays arabes et des parties libyennes qui ont fait part de leur opposition. Et il y avait une préoccupation régionale à l'égard de Bourkadoum. Quels sont les éléments, les motifs avancés? Parce que c'est un pays frontalier, il y a une frontière quand même de plus de 1000 km. Mais tout ça, on sent très bien que l'Algérie, que le régime, il perd de l'influence. Il n'est jamais arrivé à s'imposer. Certes, il faut dire que l'Algérie, elle est considérée comme une puissance régionale, mais cette puissance régionale, elle est inerte. On n'arrive pas à s'imposer. Le régime, il a du mal à faire avancer, entre guillemets, à imposer une diplomatie de feu, forte, consistante. Il avait des problèmes avec Haftar, qui était soutenu par la Turquie et par les Américains. On a du mal à s'imposer. C'est pas on a du mal, c'est le régime qui a du mal à s'imposer. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Un pays comme les Émirats arabes unis qui ont beaucoup d'investissements, qui ont dû investir en Algérie. Mais quels sont les pays arabes qui s'opposaient à la nomination de Bourkadoum? Il faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qui c'est.
forcément l'Arabie Saoudite, le Maroc, et ainsi de suite. Même la France. On dit aussi, Ilyas Jubaili, que les Émirats arabes sont le lieu où beaucoup de généraux ont leur fortune, surtout celle acquise lors des commissions sur les achats d'armement, que certains parmi eux y possèdent des fortunes. En fait, vous m'arrêtez, M. Benchenouf, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y avait un contrat d'achat, d'assemblage de pièces, des pièces... Des Mercedes des Mercedes. Je ne sais pas comment ça a été financé, c'est un contrat très complexe. Au fait, la négociation a été faite entre le régime algérien à cette époque-là, au Bouteflika, avec les Émirats arabes unis. Alors que on aurait dû... À travers une joint venture, à travers une société intermédiaire, parce que les Allemands ne peuvent pas, d'après leur réglementation, les Allemands ne peuvent pas donner des commissions sur les achats d'armement et les contrats de ce genre. Il y avait la création d'une joint venture, tout à fait. Donc tout ça, aussi peut-être, et une autre explication, vous savez très bien, les commissions, peut-être, ces généraux affairistes, ils ont leur compte dans les Émirats arabes unis, donc il y a une chape de plomb, on ne veut pas remuer, on accepte, on se tait. C'est-à-dire on fait tout un pataquès à l'Espagne, parce que elle a exprimé en tant que pays souverain, l'Espagne, elle a exprimé une décision souveraine. On l'attaque, et puis les Émirats arabes unis qui bloquent la nomination de Bokadoum, aucune réaction. L'Arabie saoudite qui reconnaît la marocanité sur le Sahara occidental, aucune réaction du régime. Voilà, deux poids, deux mesures. On voit bien, c'est-à-dire, ils essayent un petit peu de manier le bâton et la carotte selon la... Très bien, alors je me permets de vous interrompre, Ilyas Jubaili, il ne reste plus de temps, malheureusement, nous allons devoir conclure. Mais je vais vous laisser 1 minute chacun pour le mot de la fin, pour le dernier tour de micro, sur la non-réaction de l'Algérie, mais pas plus d'1 minute, malheureusement, chacun. Gamel Abina. Très rapidement, d'abord, Haftar a été soutenu par l'Égypte et pas par les Turcs, hein, c'est une erreur. Mais très rapidement, la non-réaction, elle est simple, c'est que les Émirats arabes unis ont investi à Tiaret dans une usine de montage, effectivement, de véhicules militaires. Les Algériens ont un rapport avec les Émirats financiers, donc ils ne se froissent pas. Ensuite, concernant la souveraineté de l'Espagne, c'est une décision prise par un Premier ministre contre son parti et contre l'intérêt de son pays. On n'est pas sur une question de souveraineté, on est sur une question de chantage. Soit les migrants partent en masse, c'est les Marocains qui ont menacé les Espagnols pour ça, soit à ce moment-là, ils font cette reconnaissance. C'est un accord tacite entre les deux pays. L'Algérie a mal joué sa partition, elle aurait dû jouer plus finement. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que si les Algériens ne se froissent pas avec les Émirats arabes unis, c'est simplement pour une question d'intérêt financier, comme avec l'Arabie. L'Espagne n'est pas un pays arabe, c'est moins problématique. C'est tout simplement ça. Donc je crois que c'est une question financière, bassement financière. Il y a des intérêts convergents et ils n'ont pas envie de se froisser sur ces questions-là. Très bien, parfait. Ilyas Jubaili, le mot de la fin en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Bon, le mot de la fin, en fait, revenir sur le terrain. Donc il y a une marche le 3 juillet 2022 à Paris. Donc c'est pour célébrer l'indépendance territoriale de l'Algérie. Donc je souhaiterais, par le biais de Mararibia, de faire appel à tous les militants, à tous les Algériens, à toute la diaspora, de venir en masse. C'est une marche citoyenne pour célébrer l'indépendance territoriale. Je dis bien territoriale parce que l'indépendance réelle, on n'a pas encore acquise parce qu'elle est confisquée par un régime prédateur. Pour dénoncer aussi l'ordre injuste établi, pour dénoncer aussi l'arbitraire, pour dénoncer pour la libération de tous les détenus d'opinion qui croupissent dans les prisons, pour dénoncer la répression et l'humiliation vécue par le peuple algérien. Voilà. Merci. Voilà. Merci. C'est pour ce dimanche, je crois. Hein, c'est ce dimanche. Le 3 juillet, donc la marche, elle démarre de la place de la République vers Nation de 14h à 18h. Il faut qu'on vienne. Il faut le faire pour l'Algérie. C'est très important. Très bien. Alors, merci Gamel Abina, merci Ilyas Jubaili. Merci Ilyas Jubaili d'avoir fait cette formule absolument incroyable. Fêter l'indépendance territoriale du pays. C'est une formule qui en dit long. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, bissalama.